Fragile, la France est devenue fragile. Chacun le sait, beaucoup de décisions et d'événements fragilisent notre société, notre nation. La montée d'un multiculturalisme violent, d'un islamisme radical conquérant et d'un terrorisme que l'on tente de cacher ou nier. Les craintes d'une crise financière mondiale qui amènerait à taxer les comptes des particuliers. Les irresponsables qui nous gouvernent fragilisent notre peuple privé de sa souveraineté et de son identité, dépossédé culturellement et socialement. La France est fragilisée, de fait. Elle disparaît sous nos pas, sous nos yeux. Dès lors, le rôle de TV Liberté est d'être un moule de résistance et de reconquête. Ensemble, nous avons contré la radicalisation du politiquement correct dans les médias en construisant un contrepoids puissant et indispensable. Pour le dire crûment, nous avons dit merde à la police de la pensée. Cette liberté et cette indépendance ont un coût, mais nous touchons des centaines de milliers et même des millions de personnes chaque mois. Ensemble. Et parce que nous sommes ensemble, nous sommes solides. Donnez-nous les moyens d'amplifier la défense de vos idées, de vos modes de vie, de vos valeurs, de vos repères. Ensemble. Parce que nous sommes ensemble, nous formons une équipe solide, une communauté réelle solide. Nous sommes solides. Alors, aidez-nous maintenant. En ce début de XXIe siècle, il est de bon ton de lutter contre l'arriération, contre l'obscurantisme, contre le conservatisme fascisant. Nous sommes dans une ère de progrès, vive les Lumières et vive la macronitude. Pourtant, cela n'a pas l'air de concerner notre bien-aimé ministre préposé à l'égalité entre les sexes, notre muse à tous, Marlène Schiappa, qui vomit les traditions chrétiennes par progressisme, mais vante les mérites des rites magiques les plus archaïques. Marlène, en effet, goûte à la sorcellerie à ses heures perdues. C'est ce qu'elle a raconté dans les colonnes de l'hebdomadaire féminin Elle. Entre deux pages de romans porno, quand elle est en panne d'inspiration, elle se fait tirer les cartes ou bien récite des formules magiques. Contre ses adversaires politiques, on ne sait jamais, ça peut servir. Marlène, je t'en prie, oublie-moi, ne me jette pas un sort diabolique, je suis fragile et je ne voudrais pas être transformée en grosse araignée velue. Ainsi donc, dans ce fameux article publié par le journal Elle, Marlène nous explique que les croyances donnent confiance. Vive la tolérance à géométrie variable. Madame la ministresse a récidivé en publiant même une tribune dans le journal du dimanche pour réhabiliter la figure féministe de la sorcière. Son raisonnement: ces braves sorcières, depuis la nuit des temps, préparent des mixtures douteuses pour soumettre leurs hommes. Aïe, j'ai mal! Elles sont en fait des chantres de la libération de la femme et du savoir féminin qui est forcément supérieur à celui des hommes. Forcément, messieurs les phallocrates. Ouh, j'ai peur! Tremblez de tous vos membres, les sorcières approchent. Ainsi donc, Dame Schiappa a besoin de rites occultes pour se donner confiance. De cela, nous pouvons tirer deux enseignements. Tout d'abord, jouer avec les forces occultes n'est pas complètement anodin. C'est même un petit peu grave. Marlène, à force de faire tourner les armoires, tu vas te faire écraser par un gros buffet normand et tu seras transformé en bouillie de Marlène vendue en petits pots sur les marchés halal. Trop triste. Secondo, il apparaît que Madame la ministresse n'est pas ce qu'on appelle un profil bien équilibré et à l'aise dans la vie,
pour avoir besoin de magie ou de sorcellerie. Marlène, fais gaffe, tu vas finir transformée en rat d'égout à force de jouer à la sorcière, fais gaffe quoi. En tout cas, il faut vraiment baigner dans la très noire macronitude pour avoir un ministre féminin adepte de la sorcellerie. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. François Hollande, notre maître à tous. Il a pour lui la sagesse, l'expérience, le recul, le prestige de la fonction présidentielle émérite. Et puis, il est tellement bon. Il faut qu'il partage toutes ses éminentes qualités avec les bouseux, les sans-dents que nous sommes. Alors, il écrit un chef-d'œuvre, un témoignage poignant, susceptible de rivaliser avec les mémoires de guerre de De Gaulle. Répondre à la crise, ça s'appelle tout un programme. Oui, nous le savons, la crise n'existait pas sous le quinquennat de François Hollande. À l'époque du président Drag-Scooter, la France était une sorte de paradis sur terre. La preuve, c'est que François Hollande avait un ministre de l'économie prodigieux, un orfèvre en matière d'économie, du nom d'Emmanuel Macron. Mais le problème, c'est que le ministre de l'économie de François Hollande a eu le mauvais goût de devenir président de la République. Et là, depuis, patatras, tout se gâte, c'est la crise. Mais François n'abandonne pas la France, la sillonne en chevauchant son scooter fou et cherche des solutions. Son chef-d'œuvre littéraire comporte 126 pages de réflexion profonde, de suspense, de philosophie politique à en faire rougir Platon, Tocqueville, Marx et les Beatles réunis. Du vrai Marlène Schiappa sans les saillies pornographiques de la dame. Le problème, c'est que, passez-moi l'expression, c'est ce qu'on appelle familièrement un bide éditorial, un bide total. 940 exemplaires vendus. Si on retranche les exemplaires pris par la famille de Julie, ceux achetés par ces quatre enfants qui veulent bien soutenir la production littéraire de papa, ceux achetés par la Royale Ségolène pour allumer son feu de bois tous les soirs, ou ceux achetés à crédit par les inconditionnels de feu le Parti Socialiste, si, il en reste tout de même quelques-uns, je vous assure. Combien d'exemplaires ont finalement été réellement vendus ? Mystère et boule de chewing-gum. Eh bien moi, je me livre à un petit calcul et j'ose lancer un chiffre, 27 livres vendus. Cela dit, il en a quand même vendu 2 fois plus que Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien patron du PS, saluons la performance. L'an dernier, Superman Scooter avait publié Les leçons du pouvoir, qui avait remporté un petit succès. Cela signifie qu'il est plus crédible quand il s'adonne à l'art de l'anecdote croustillante sur les coulisses de la présidence que lorsqu'il essaie de réformer le pays. Pendant ce temps, un certain Éric Zemmour vend ses livres à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Mais bon, ça ne compte pas. Il n'est pas représentatif, qu'on nous dit. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Le président Emmanuel Macron, qui peut avoir des éclairs de lucidité, se doute bien que son image d'homme fort, de président d'envergure, est un peu écornée. Il tente donc de lancer des perches auprès de véritables hommes forts, auprès de grands dirigeants mondiaux, pour redorer son blason qui n'arrive pas à briller de tous ses feux. Sa victime récente est le président Poutine.
Dialoguer avec un homme de la trempe du président russe, cela ne peut qu'aboutir à lui faire gagner de la crédibilité. Il multiplie donc les déclarations et les mains tendues en direction de la Russie. Au mois d'août, il rappelait, lors de la visite de Vladimir à Brégançon, que la Russie était, je cite, très profondément européenne. Plus récemment, il nous expliquait qu'il ne voyait pas comment la Russie pourrait échapper à un partenariat avec l'Europe à plus ou moins brève échéance. D'accord, peut-être. Mais chacun sait que le conservateur Poutine est fondamentalement anti-européen. Et chacun sait également que les élites européennes sont profondément opposées à Poutine. Bien. Cela étant dit, essayons d'être positifs et admettons l'évidence macronique d'une alliance évidente entre la Russie et l'Europe. Nous nous en réjouissons d'avance. Mais les justifications de Manu sont pour le moins cocasses et ont dû provoquer des crises de fou rire irrépressibles du côté du Kremlin. En effet, Manu explique que la Russie doit se rapprocher de l'Europe pour se protéger de la Chine, pour ne pas devenir le vassal de la Chine. Ainsi, il reviendrait à l'Europe bruxelloise, avec ses petits bras musclés, de protéger du grand méchant chinois l'immense et la puissante Russie, dotée de ses 17 millions de kilomètres carrés et de ses 48 000 milliards de mètres cubes de gaz en réserve. Il aura peut-être échappé à notre président français, dont les lacunes dans le domaine de la science historique sont assez gigantesques, que cela fait belle lurette que la Russie pratique la Chine avec brio. Noue de juteux partenariats commerciaux avec elle, la regarde droit dans les yeux, tout en s'en méfiant comme de la peste, et développe d'ailleurs une armée qui accompagne le tout afin d'être sûr de ne pas se faire marcher sur les pieds. Vladimir a dû se dire « Il est gentil le petit, c'est touchant cette attention pour nous ». Il faut se rendre à l'évidence, la crédibilité internationale de Macrounet reste à construire. Grouille-toi mon gars, les élections présidentielles approchent. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Le tocsin sonne dans les penderies. Alerte générale. Une enquête vient de révéler que la dernière décennie a vu l'effondrement des ventes de costumes masculins. Entre 2011 et 2019, la vente annuelle des costumes masculins est passée de 3 300 000 à 1 400 000. Ça n'est pas une baisse, c'est une dégringolade, une Bérésina, un Waterloo. Le pauvre costume disparaît des garde-robes de nos compatriotes, tout comme sa compagne de toujours, j'ai nommé la cravate. Il paraîtrait qu'une cravate fait trop guindé, fait trop uniforme. Les féministes disent même que c'est un symbole phallique à abattre d'urgence. Comme dirait Brassens, on ne les reverra plus et c'est bien attristant. Oui, c'est vraiment bien triste, mais en tout cas, les brillants journalistes de TV Liberté, comme votre humble serviteur, apprécient d'arborer chaque jour devant vous cette tenue à la fois simple et de bon goût, mélange intemporel de chic et de sérieux, qui n'interdit pas un brin de facétie et d'humour, le tout couronné par une admirable cravate, symbole phallique s'il en est. J'en tremble rien qu'en le disant. Si nous nous habillons ainsi, c'est que nous vous respectons profondément, vous, les téléspectateurs de TV Liberté, et que notre habillement est une marque de ce respect, tout simplement. Revenons à l'effondrement des ventes de ce brave costume. Par quoi qu'on va le remplacer ? Et c'est là que les ennuis commencent, car quand tout est permis, il n'y a plus de limite. On va commencer par larguer le costume pour une veste avec un simple pantalon. Mais c'est encore trop. Alors, on met une veste avec un jean.
Mais c'est encore beaucoup trop. Alors on largue la veste, parce que c'est encore beaucoup trop. Et puis le jean, ça serre le haut des cuisses. Et puis les chaussures, ça fait mal aux pieds. Et puis quoi? On finit tous en survêtement. Et là c'est confort. À quand le string pour tous? Il paraît que même pour les grandes occasions, on ne s'habille plus. À un mariage, on va en chemise col ouvert. À un opéra, on va en jogging. Au resto, on y va en t-shirt. Et pourtant, la tenue, comme on l'appelle si bien, elle nous tient la tenue. Elle nous présente aux autres sous notre meilleur jour, pas comme si on sortait de la douche un dimanche soir. Vous imaginez la France de 2030 en survêt. On s'avachit, que je vous dis, on s'avachit. Et la France risque bientôt de ne plus ressembler à grand-chose, je vous le dis. Heureusement, il existe des endroits ou des pays où le bel habit résiste. À Washington, à Londres, en Italie, en Espagne ou au Portugal par exemple, on ne conçoit pas une soirée élégante sans smoking ou sans queue de pie. Et en France, il y a des originaux qui apprécient encore de porter le costume. Soyons stupidement nostalgiques. Il y a un siècle, les hommes portaient beau le costume, toutes classes confondues. La belle tenue avait tendance à supprimer les différences. Hélas, dans la France d'aujourd'hui, continuer à porter le costume devient faire preuve d'originalité excentrique. Et dire que Fillon s'est fait tailler un short pour une sombre histoire de costume dont plus personne ne veut. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Je cite, « J'ai tout inventé et tout était bidon ». Fin de citation. Voilà les confessions toutes fraîches d'un apôtre nord-américain, prétendument expert de la théorie du genre, star dans son milieu universitaire. Il est passé récemment aux aveux et a balancé son passé et celui de ses camarades de classe. Et il s'appelle Christophe Dumitte. Ça, c'est un nom prédestiné. Les remords? La culpabilité? Un zeste de conscience bien caché qui remonte subitement à la surface? La question reste posée. Qu'est-ce qui a bien pu pousser ce prêtre de la secte du gender à dénoncer ses enseignements et ses gourous? Tout! Il balance tout, ce gros porc! Je cite, « J'ai honte de ma production. J'ai tout inventé de A à Z qu'il dit le mec. » Il avoue ne s'être engagé dans ses voies que par des raisons externes à son domaine de connaissance. Un peu d'ego, de copinage, des calculs mesquins au sein d'un petit groupe d'universitaires des années 90. L'ego, c'est puissant comme motivation. Des dizaines d'universitaires en herbe ont senti qu'ils pouvaient se faire une place au soleil en creusant une théorie pseudo-scientifique. Car c'est bien ce qu'avoue cet expert de pacotille. Le gender, il n'y a rien de scientifique là-dedans. On passera sur ces explications tortueuses, ces problèmes psy, ces problématiques de carrière, tout le mal qui se donne à décortiquer et démonter ses propres raisonnements depuis 20 ans. Cela dit, soyons précis. Nous n'avons nul besoin de telles confessions pour savoir que cette histoire de gender était et reste une gigantesque arnaque intellectuelle. Il est en revanche très attristant de constater la catastrophe dans laquelle ces universitaires escrocs ont plongé le monde occidental. Le relativisme total, le nihilisme absolu. Aux États-Unis, parler seulement du concept de masculin et de féminin est désormais un blasphème apportant l'opprobre général et le rejet. Lafayette, vieux schtroumpf, tu aurais mieux fait de t'abstenir d'aider ce pays à devenir indépendant. Que va-t-il donc se passer maintenant ? Une remise en cause générale de cette bouffonnerie du gender ? Oh que non, dit la guenon. Très simplement,
À son tour et après tant d'autres, cet expert de 3 sous subira la persécution que tous les opposants à la stupidité pathétique de la théorie du gender auront subie. Il sera broyé en 11 300 morceaux par la machine qu'il a lui-même lancée. Alors oui, le docteur Frankenstein qu'il fut aura acquis renommée, argent, petit plaisir intellectuel chimiquement pur pendant ces quelques années. Seulement, ce qu'il aura créé est un monstre de plus contre lequel il faudra longtemps lutter. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.